Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hervé Morin pour le groupe UDI. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'avoue, monsieur le ministre, que vous avez beaucoup de talent dans la présentation de cette loi de programmation militaire, en présentant un texte qui donne le sentiment que rien ne changera, que la défense est à l'abri d'une période budgétaire compliquée et difficile. En réalité, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette loi de programmation, une espèce de clair-obscur savamment construit, permettant de donner du volume et du relief, comme l'aurait fait Georges de Latour dans une de ses toiles, une loi de programmation militaire dont la réduction considérable des moyens provoquera, de fait, des remises en cause très profondes de notre système de force. Tout cela bien caché, comme on cache la poussière sous le tapis quand on ne veut pas vraiment faire le ménage. Car dans cette loi de programmation militaire, son problème, c'est qu'il n'y a pas de choix. En fait, la construction de la loi de programmation s'apparente à un immense jeu de bonneteau. Les quelques manipulations ont déjà été largement décrites et permettez-moi d'en rappeler quelques-unes car elles sont magistrales. Le financement des OPEX, qu'on diminue en le justifiant par la réduction de Serval et le départ d'Afghanistan, le jour où vous annoncez 1000 hommes de plus en Centrafrique et le jour où on annule des crédits en collectif budgétaire, des reports de charges, c'est-à-dire des impayés, qui retrouvent un volume de plus de 3 milliards d'euros, ce qui obligera, il faut le dire, la délégation générale pour l'armement à réguler brutalement ses engagements au cours du premier semestre de l'année prochaine, parce que ça ne peut pas être autrement. Les ressources exceptionnelles, qu'on pourrait qualifier d'imaginaires, 6 milliards d'euros, rien que ça, c'est-à-dire le double de ce qui avait été prévu dans la précédente loi que l'opposition de l'époque dénonçait. L'export Rafale, je vous ne le reproche pas, nous avions la même construction. Mais il y aura presque à coup sûr un vrai problème de trésorerie, car il se passe souvent des années entre l'entrée en vigueur d'un contrat et sa signature officielle, que je souhaite comme vous. Enfin, votre timidité, pour vous rester sympathique à votre égard, sur la réorganisation du ministère et sur les recherches d'économie. J'y reviendrai, mais j'ai été très frappé par le feuilleton sur l'externalisation de l'habillement, qui était pourtant un bon moyen de faire des économies en soutenant l'industrie textile française, fabriquant en France. Et tout cela prouve que la réorganisation risque en fait de plus porter sur les forces armées que sur le back-office, où il y a encore beaucoup à faire, et je le concède, beaucoup à faire pour réorganiser la construction des bases de défense. Voyez-vous, en dépit de toutes ces interrogations qui sont réelles, je ne vous reprocherai pas que le budget de la défense diminue, parce qu'en réalité, il diminue. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas l'assumer et d'en assumer les conséquences. La situation de nos comptes publics est grave et nos concitoyens ne comprendraient pas que nous augmentions nos dépenses militaires. Et je ferai, à l'encontre de cette loi, 3 reproches de fond. Le premier, c'est de vivre, je le regrette comme vous, car je sais que vous êtes attachés à la cause de la défense, c'est de vivre dans le déni, comme si nous étions encore une puissance militaire globale. Les Français découvrent que les déficits budgétaires accumulés chaque année depuis 1981 finissent par porter atteinte aux fonctions essentielles de l'État. Et quand on évoque l'endettement et la perte de notre indépendance, on en a ici l'expression la plus violente, la plus brutale, car elle touche le cœur même de l'État. Non, nous ne sommes plus une puissance militaire globale. Et c'est en fait la fin d'une histoire qu'on écrit aujourd'hui au Parlement, car notre capacité d'entrer en premier sur un théâtre d'opération majeure, sur un conflit dur, n'existe plus. Nous n'avons même pas pu le faire pour la Libye, il nous a fallu le soutien des Américains. Non, nous ne sommes plus une nation cadre, pouvant assumer ce rôle avec les Britanniques pour l'Europe dans une opération de forte intensité. Alors oui, présenter une loi de programmation militaire sincère aurait nécessité des choix courageux,
alors qu'en fait, vous avez tout fait pour préserver les apparences, ce qui empêche la nation de faire l'effort de repenser un système de force cohérent. Nous aurons comme une toile ou un tissu fatigué, avec des trous capacitaires de plus en plus béants, un système qui s'effilochera et finira par désespérer tout le monde. Mon collègue de Rugy me montrait la double page du Monde avec l'effondrement progressif des capacités tel qu'il était décrit. Nous avons notre part de responsabilité, vous avez la vôtre. Et on voit bien que ce système est en train de s'effilocher progressivement sans que nous puissions conserver une cohérence globale. Je sais, Monsieur le Ministre, que cette question s'est posée au sein du Livre blanc ou de l'exécutif, celle de la réorganisation de nos armées, en construisant un nouveau système de force, en fait repenser un modèle qui, pour moi, aurait dû se construire autour d'une force de réaction rapide ou d'un corps expéditionnaire, où la France pourrait intervenir en autonomie stratégique totale. Je rappelle que sans les Américains, nous n'aurions même pas pu faire l'opération au Mali. Alors les armées vous disent oui, on aurait pu le faire, mais avec un temps de projection qui aurait été extrêmement long. Donc construire un corps expéditionnaire où on peut intervenir seul, dans une opération type Mali, et ensuite accepter, comme les autres pays européens, de fournir des briques capacitaires en fonction des besoins de la coalition internationale à laquelle nous participons, puisque la plupart du temps, nous participons dans des interventions en coalition. Et c'est pour moi ce schéma que nous aurions dû construire, plutôt que de continuer à saupoudrer des moyens pour continuer à nous bercer d'illusions. Mon second reproche a trait au nucléaire. Je sais que je suis souvent seul, quoique de moins en moins quand j'entends les débats de ce soir, sur ce sujet, car c'est un sujet tabou. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le chef de l'État. C'est le grand silence, car comme toujours, les nucléocrates, j'allais dire les nucléopathes, nous disent qu'il ne faut surtout ne rien changer et surtout ne rien toucher. Je connais les arguments par cœur. De toute façon, l'aérien a été payé, donc non seulement il n'y a rien à gratter du côté nucléaire, et en plus on mettrait en péril la construction de notre dissuasion. L'argument des moyens est un argument fallacieux, je le dis. Oui, notre composante aérienne vient d'être modernisée. Oui, on a supprimé un escadron, mais tout le monde oublie de dire que cela a un coût d'entretien, de fonctionnement, et qu'il faut en permanence alimenter les bureaux d'études, le CEA, les industriels pour maintenir les équipes. C'est donc plusieurs centaines de millions d'euros sur une loi de programmation. J'ajoute à cela ce que tout le monde omet de dire, si je l'ai entendu d'un orateur cet après-midi, sera marqué à partir de 2016-2017 par une montée extrêmement brutale des besoins budgétaires pour la rénovation de la composante sous-marine et qu'il faudra les augmenter d'environ 10% par an à partir de cette date, ce qui amènera, mes chers collègues, à un déséquilibre entre les moyens accordés aux forces conventionnelles et les forces de dissuasion. La projection des courbes, mes chers collègues, conduira la France à consacrer 30% de ses crédits d'équipement à la dissuasion. Nous aurons donc un nucléaire hypertrophié, avec des forces conventionnelles sous-équipées, pour lesquelles l'effort de la nation représentera pas plus de 0,8% du PIB, c'est-à-dire moins que les Allemands, et Dieu sait qu'en général, quand on parle au sein de la Commission de la Défense, l'exemple qu'on évoque toujours qu'il ne faut pas suivre, c'est le peu d'argent que les Allemands consacrent à leur défense, le considérant comme le cauchemar absolu. Donc, si j'ai bien compris, on ne touche rien, comme si tout était immuable, alors qu'il est évident que la France devra malheureusement, et je dis bien malheureusement, finir par regarder avec lucidité sa situation. Oui, mes chers collègues, elle ne peut plus s'offrir ceinture et bretelles. La deuxième question, trop longue pour être évoquée en quelques secondes dans ce lieu public qu'est l'hémicycle, est bien entendu celle de la nécessité pour notre dissuasion de maintenir deux composantes. Je voudrais simplement poser quelques questions sous forme d'introduction de ce débat qui devra avoir lieu. Les Anglais se sentent-ils en danger avec une seule composante?
compte tenu des évolutions techniques sur notre dissuasion que je ne peux pas évoquer, dans quel schéma de crise une seule composante ne suffirait pas pour nous protéger de toute agression contre nos intérêts vitaux? Troisième question, quelle composante? Parce que c'est un débat qui peut exister. Et selon quelles modalités nos intérêts vitaux et notre indépendance sont garantis par une menace étatique grave? Voilà des questions qu'il me semblerait devoir au moins être posées. Si vous pouvez me le permettre, de me laisser terminer. Merci de conclure, Monsieur le député. Madame la Présidente. Merci de conclure. François Mitterrand, Monsieur le Ministre, et cela va vous faire plaisir, avait su supprimer la composante terrestre. Combien de discours a-t-on entendu à l'époque pour dénoncer cette décision qui remettait en cause, selon ses pourfendeurs, la protection des intérêts vitaux de la France? Je vous invite à relire les discours de l'époque, on en rirait aujourd'hui. Mais derrière tout ça, il y a un élément qui relève de la mystique de la fonction présidentielle. Le nucléaire en fait partie, et il faut donc beaucoup de force pour qu'un chef de l'État soit capable d'affronter les éternels défenseurs de l'immobilisme, force que François Hollande n'a pas. Mon troisième reproche, que je n'ai pas le temps d'évoquer, c'est... Vous n'avez pas le temps, Monsieur le député. Je vous demande de terminer, mon troisième s'il vous plaît, et dernier sinon reproche concerne les restructurations. J'aurais souhaité qu'il y ait un plan global qui soit annoncé pour prendre le temps de la conversion des sites, que le personnel puisse construire sa prochaine vie familiale compte tenu de la réforme des implantations, et j'aurais souhaité enfin qu'on puisse donner ainsi du sens au tout. En conclusion, Madame la Présidente, arrêtons de nous raconter que le maintien purement optique des crédits suffit. Il nous manque 30 à 40 milliards d'euros de budget d'équipement par rapport à ce qui était prévu en 2008, c'est-à-dire 4 années d'équipement. On ne peut plus réorganiser notre défense par une espèce de réduction homothétique de nos forces. En quelque sorte, la réduction proportionnelle aux réductions budgétaires n'est plus possible. La France avait besoin d'une loi de programmation militaire qui refonde notre système des forces pour lui donner une cohérence d'ensemble. Cette loi de programmation militaire est donc un rendez-vous manqué. Merci, voilà pourquoi